direct de Canal 32. Dans un instant à 19h, le JT Sport présenté par David Mutel. Au programme du foot, du tennis et de l'athlétisme, mais aussi un zoom sur les journées de l'arbitrage qui ont lieu le week-end prochain. À 19h30, le journal, on évoquera la mise en vente du site de MacArthur-Glen à Pont-Sainte-Marie, la projection du film Home auprès des scolaires aujourd'hui, et puis la venue de Jean-Paul Belmondo lui-même à Romilly, c'était vendredi dernier. À 19h50, le miroir des sports. Ce soir, Jean-Louis Favaudon, cadre technique régional de football, est l'invité de David Mutel. On se retrouve nous dans 30 minutes pour le journal. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports. Comme tous les lundis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Au programme, aujourd'hui, du football avec un retour sur la 10e journée du championnat de France de national. Les Stacks se déplaçaient à Guignon. Les hommes de Patrick Remy restaient sur une série de 3 victoires d'affilée. Nous verrons aussi du basket avec la 3e journée du championnat de France de National 2 féminine. Sainte-Savine accueillait Chenov au gymnase Volbar. L'occasion pour les jaunes et bleus de se remettre dans le sens de la marche après la défaite évitable de la semaine dernière à Saint-Amand-les-Eaux. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par de la course à pied avec la redoutable et redoutée course de l'escargot organisée par le club Chapelain de Lussac. 13 km 800 autour de Montgueux au dénivelé impressionnant. Voilà pour le programme de ce journal des sports. Ce soir, les invités, ce sont les membres de la commission départementale de l'arbitrage. Nous parlerons en leur compagnie des journées de l'arbitrage qui auront lieu dans 2 semaines dans le département. Mais pour l'instant, ouvrons le volet football avec le déplacement de l'Estac au stade Jean Laville à Guignon. Un voyage pour le compte de la 10e journée du championnat de France de national. L'occasion pour les Troyens d'aligner une 3e victoire consécutive dans ce championnat. À Guignon n'avait certes pas la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours, mais elle avait en Perrault un solide gardien qui a longtemps fait échec aux attaquants troyens. Vieillot et ses compères ont pu le vérifier à de maintes reprises. Il cédera toutefois peu avant la demi-heure de jeu. Bétiol, parti à la limite du hors-jeu, gagne son face-à-face avec Perrault et marque le premier but de la partie. Les forgerons vont réagir au quart de tour en égalisant dans la minute suivante sur un beau coup franc de Benemra, frappant le poteau mais revenant sur Tony Vérel qui ramène son équipe sur de bons rails. On n'a pas trop été mis en difficulté à part sur les coups de pied arrêtés parce qu'ils avaient quand même du gabarit, mais sinon on a bien contrôlé. Mais en première mi-temps on a eu pas mal d'occasions qu'on n'a pas réussi à concrétiser. On marque, on reprend un but directement derrière, donc ça a été un peu difficile. En deuxième mi-temps, la domination troyenne reprend de plus belle. Guignon est acculé sur son but. Obadi, par 2 fois, est bien proche de tromper Perrault. Le gardien guignonnais semble véritablement invincible, d'autant que sa baraque est aussi déjouée. Les attaquants troyens, Beauvu, ne trouvent pas la cible à la 78e minute. Mais heureusement, les joueurs de Patrick Remy sont tenaces et ne lâchent pas l'affaire. À 10 minutes de la fin, Keita servira à Couzard pour le but de la victoire et les Stacks repart alors avec les 3 points. On a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas su forcément convertir et c'est vrai que pour un attaquant ça met un coup au mental, mais bon, on n'a jamais rien lâché et on a finalement mis ce 2e but qui nous a tous libérés. Le football, il y a la vérité du jour. Et pour moi, la vérité, bien jouer, c'est gagner. Donc aujourd'hui, on a bien joué parce qu'on a gagné. 2e victoire d'affilée à l'extérieur pour les Troyens qui semblent désormais bien lancés. On regarde le classement justement de ce championnat national pour voir qu'Évian a battu Créteil ce week-end. Donc Évian reste en tête avec 2 points d'avance sur les Stacks, mais Créteil est distancé malgré la place sur le podium. Moulins et Louan-Cuiseaux se battent pour ne pas prendre la place de Lanterne Rouge. On passe au basket à présent avec l'équipe de Sainte-Savine. La formation de Ludovic Le Tenay restait sur une défaite décevante face à Saint-Amand-les-Eaux. Samedi soir, c'était l'équipe de Chenov qui se rendait à Volbar. Des visiteuses renforcées par une Slovaque et une Roumaine. Autant dire que la tâche s'annonçait ardue. Résumé du match. Bonne entame pour le Sainte-Savine Basket qui mène rapidement dans la rencontre jusqu'à la 7e minute. Moment choisi par Chenov pour se réveiller. Les Bourguignonnes passent un 8-0 aux Saviniennes, ce qui leur permet de mener à la fin du premier quart-temps 18-22.
Les joueuses de Ludovic Le Tenay réagissent heureusement en début de second quart-temps et reviennent à hauteur des visiteuses 25-25. Chenov déclenche alors un pressing tout-terrain qui étouffe complètement les Auboises. Elles encaissent un 10-0 qui permet aux Bourguignonnes de prendre 14 points d'avance à la mi-temps, 31-45. On connaît l'équipe, hein, on connaît sa spécificité, on savait, on avait préparé. Bon après, je pense que ce qu'on avait mis en place, par un souci de manque de lucidité, je pense qu'on perd quelques ballons sur des choses qu'on avait interdites. Mais sur l'ensemble, il l'a vite arrêté quand même. Mais son pressing fille à fille tout terrain pendant un long moment vraiment nous a usés. Le SSB subit heureusement beaucoup moins dans cette seconde période. Aidé par Jandon qui mène 9 points d'affilée, les jaunes et bleus remportent ce troisième quart-temps mais restent tout de même à 12 points, 50-62. Les Auboises ne pourront toutefois revenir dans la rencontre tellement la différence physique dans la raquette est énorme. Ngayo, véritable Golgoth d'1m88, écrase les intérieures savigniennes. L'écart se fait et Chenov l'emporte de 18 points, 51-77. Oui, elles avaient quelques centimètres en plus, mais aussi de la puissance. Et puis, ouais. Enfin, on avait ciblé, essayé de fermer à l'intérieur pour pas qu'elles marquent, mais elles sont un peu trop grandes quand même pour nous. La deuxième défaite en 3 matchs pour le Sainte-Savine Basket qui doit réagir rapidement sous peine de se faire distancer trop rapidement. Allez, on regarde les autres résultats de la poule pour s'apercevoir que dans la poule justement de Sainte-Savine, Waskel a battu Aulnois 82-49, Bourges a battu Metz 97-61 et Aubervilliers a disposé de Schordenheim 79-55. Au classement, Waskel est toujours en tête à égalité avec Chenov, Aubervilliers et Sannois. Saint-Gratien, Sainte-Savine recule à la 11e position avec 4 petits points, 1 point d'avance seulement sur le premier relégable Metz. Et juste avant de passer au tennis, je vous indique que Saint-André a perdu en deuxième match de classement de National 3, je vais y arriver, passe à Marne-la-Vallée 62-57. Dimanche matin, le président de la Fédération française de tennis, Jean Gachassin, était de passage à Troyes pour rencontrer les dirigeants de la région. L'occasion donc pour Jean Gachassin de connaître les projets de chacun, mais surtout de rencontrer tous les interlocuteurs. On écoute les explications du président de la FFT. Nous organisons des interrégions et avec Daniel, mon secrétaire général, on s'est fait un devoir. C'est même pas un devoir, ça devient un bon moment de passer quelques heures avec la base, c'est-à-dire les présidents départementaux ainsi que les présidents de ligue. Nous faisons 6 interrégions dans la France. C'est la 6e où nous discutons, nous dialoguons et avec tous ces présidents qui nous font remonter des idées, des suggestions à Paris. Et en fonction de ça, nous essayons de trouver des solutions à toutes les demandes qui sont faites lors de ces interrégions. 13 km 800, c'était la longueur de la course de l'escargot organisée dimanche sur les hauteurs de Montgueux. Une longueur inhabituelle, certes, pour ce genre de compétition, mais ce qui tranchait réellement, c'était plutôt la difficulté de la course. Résumé. 150 concurrents au départ, mais pas beaucoup de favoris pour se mesurer à la très sélective course de l'escargot. On pouvait toutefois imaginer que Laurent Noël d'Aix-en-Othe et Anthony Schneider, nouvellement licenciés à la Chapelle Saint-Luc, seraient les principaux animateurs de cette course. Et c'est exactement ce qui se passe au bout de 800 mètres avec l'accélération d'Anthony Schneider qui voit l'opposition se ramener à Noël et Simon d'Aix-en-Othe accompagné de Nérac, du Tostri, mais aussi de l'autre homme de Lussac, Tony François. À Schneider, parti sur les chapeaux de roue et qui prend rapidement un peu d'avance sur tous ses poursuivants, mais peu avant l'entame de l'escargot, Noël crée la jonction, mais Schneider est têtu. Il remet une mine qui cette fois-ci lui permet de prendre beaucoup plus d'avance. Le chapelain entame alors une ascension fulgurante. Il ne faiblit à aucun moment alors que derrière, on peine à suivre le rythme. J'ai coupé l'effort avant, au 4e kilomètre avant la côte. J'ai fait exprès de couper l'effort pour me relâcher un maximum. Et puis parce que je comptais partir sur l'escargot, sur la montée. Puis je suis parti, puis ça suivait pas trop, donc j'ai continué l'effort jusqu'au bout, j'étais bien. Dans la descente menant au trou de Chirac, les efforts se font ressentir pour le licencié de Lussac, mais l'écart ne bouge pas, Noël accusant logiquement le coup. Je l'ai un peu surpris, je crois, en revenant sur lui au 3e, parce que je pense que c'est vraiment pas un bon descendeur du tout. Mais bon, tout ce qui était partie plate et montée, je voyais bien que de toute façon je pouvais rien faire. Donc j'ai essayé de suivre à distance
je savais bien que je ne reviendrai pas sur lui. Schneider peut alors dérouler tranquillement en se dirigeant vers le complexe Lucien Pinet. Il sait qu'il a course gagnée, il remporte sa deuxième course de la saison. Sur la fin, j'ai géré, je me suis retourné un petit peu pour voir où était Laurent. Puis je dois avoir 100, 200 mètres d'avance, donc il n'y avait plus qu'à gérer un peu, quoi. Noël termine deuxième, c'est un petit nouveau qui arrache la troisième place, Tony François, qui vient tout juste de signer à Lussac. C'est ma première course, j'étais blessé tout le mois d'août, j'ai arrêté un mois, j'ai repris un mois l'entraînement. Donc je viens de prendre une nouvelle licence à Lussac, Chapelle Saint-Luc. La semaine prochaine, les coureurs au bois s'attaqueront au tour du Bouchon de Champagne, une épreuve beaucoup moins longue mais surtout beaucoup moins dure. Samedi, Patrick et Nadia Combe se sont envolés dans les environs de Séville pour disputer les championnats du monde vétérans de badminton. Une compétition qu'ils disputeront en double mixte où ils représenteront la France. Pour parvenir à ce niveau de la compétition, les Combes ont dû se frayer un chemin au championnat de France avant de se voir attribuer les 2 tickets bien mérités. Cette compétition verra pas moins de 600 joueurs se disputer le titre tant convoité. Pour le couple Combe, l'essentiel est certes de participer, mais ils espèrent bien aussi ne pas faire le voyage pour rien. Reportage. Ubens de Punta de Umbria, c'est le nom de la cité balnéaire espagnole qui accueillera les championnats du monde vétérans de badminton. Une échéance qui a été longtemps attendue par le couple Combe qui a obtenu son ticket au championnat de France l'été dernier. On a été champion de France cette année au mois de mai en mixte et on a fait quart de finale en double homme. Et il se trouve que les 4e championnats du monde sont organisés en Espagne. Donc on a commencé à regarder un petit peu de près et puis la fédération a décidé d'engager une équipe pour ces championnats du monde. Donc naturellement, nous, il y a 4 places par tableau et par catégorie. Donc tout naturellement, étant premier de la catégorie V3 en mixte, on est qualifié et comme on a décidé de partir, on y va. Pour préparer sérieusement cette échéance, ces dernières semaines, le couple Combe va passer à la vitesse supérieure en s'entraînant de façon très sérieuse mais surtout très inhabituelle. Moi j'y vais plus souvent, je vais venir 3-4 fois à peu près. Mais entraînement et on fait beaucoup de matchs en mixte comme on fait à l'heure actuelle. Et pour s'entraîner, surtout pour avoir de la vitesse, parce que comme on s'entraîne contre des jeunes, donc ça nous fait travailler la vitesse. C'est ce qui nous a permis de gagner les France. Une compétition qui va donc être abordée de manière particulièrement consciencieuse par le couple au bois qui ne réalise pas encore ce qui leur arrive. Moi je réalise pas. Non, je pense que ça va être le premier match où je vais commencer à me dire oh là, qu'est-ce que je fais là, mais sinon je réalise pas. Dans une carrière de sportif, faire les championnats du monde, c'est pas tous les ans que ça arrive, donc on est content d'y aller, puis on va y aller sans aucun a priori, on n'est pas tête de série, on n'est rien, donc on va se faire plaisir avant tout. Même s'ils ne sont pas vraiment soutenus financièrement par leur fédération, les Combes ont trouvé le moyen de payer leur voyage et leur raquette, un montant s'élevant tout de même à 2000 € grâce au démarchage et à leur volonté. Les Aubois vont ainsi voir le soleil de l'Espagne et pouvoir défendre au mieux les couleurs de la France. Une brève baseball juste avant de parler arbitrage pour vous dire que les Espadons de Troyes se sont qualifiés pour la finale du 12 octobre puisqu'ils ont remporté leur demi-finale face aux Expos de Vermont 12-1. Passons aux journées de l'arbitrage à présent qui auront lieu dans 2 semaines. Avec nous pour en parler justement le président de la commission départementale de l'arbitrage, Philippe Paulet. Bonsoir Philippe. Bonsoir David. Philippe, quelle date précisément pour la journée de l'arbitrage? Alors les journées de l'arbitrage auront lieu le 10 octobre, on va dire de 14h à 17h sur 2 sites. Nous avons le site de Foissy et de Bernard-Gousseret à Remilly-sur-Seine. Alors c'est quelque chose qui a généralement du succès, qui est organisé depuis un petit bout de temps. Qu'est-ce que vous attendez de plus cette année? C'est-à-dire qu'on attend plus de participation. À chaque fois, c'est ce que l'on se dit. Alors, on essaye de trouver des solutions, et les solutions, elles ne sont pas faciles. Là, on est quand même dans les 8e éditions des journées de l'arbitrage. Maintenant, on espère une application des clubs et puis des curieux qui veulent... Aujourd'hui, on parle énormément d'arbitrage. On a notre sponsor qui fait un énorme travail pour promouvoir les journées de l'arbitrage en général. Et là, on espère que les gens s'impliquent, viennent découvrir la curiosité de l'arbitrage. Quel pourcentage vous avez de gens qui viennent aux journées de l'arbitrage et qui restent ensuite, qui prennent une licence? On va dire un petit pourcentage. Mais le principal, c'est pas avoir du nombre, c'est d'avoir du passage, des gens qui viennent découvrir, c'est surtout ça. Maintenant, on peut dire qu'on arrive à retenir entre 6 et 7 arbitres à peu près. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le principe? Alors le principe...